Muriel Barbery, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous rencontrer et je suis surtout très heureux que vous ayez accepté cet entretien dans le cadre de la Comédie du Livre à Montpellier, alors que le contexte sanitaire demeure un petit peu préoccupant encore, on va dire. Alors, vous avez fait votre entrée en littérature par la porte de la cuisine, en publiant un étrange petit livre, une gourmandise, qui a eu le prix du meilleur livre de littérature gourmande. Alors, je vois déjà à votre sourire que vous en gardez un très bon souvenir, apparemment. C'était en 2000, si je ne me trompe pas. Et vous vous attendiez à ce succès immédiat ? Je ne sais pas s'il faut parler de succès, parce que ça s'est passé de façon très chouette, mais ce n'était pas non plus un très grand succès. Non, j'ai été très heureuse de la façon dont ça s'est passé, parce que le livre a été publié par Jean-Marie Laclaftine, à qui j'avais envoyé le manuscrit par la poste. C'est rare, ça. Non, en fait, c'est pas aussi rare qu'on imagine, mais je n'avais aucun espoir de parvenir à être publié. Et un jour, il m'a appelé pour me dire qu'il avait aimé le texte. Et c'était le début de 20 ans de collaboration très harmonieuse. Donc tout était merveilleux dans cette aventure. Alors, ce roman raconte les derniers moments d'un critique gastronomique, obsédé par son impossibilité au seuil de la mort de retrouver cet instant précieux qui pouvait lui assurer le bonheur. Oui, si vous me permettez de présenter ça comme ça. Absolument. L'argument était très mince, hein. En fait, il n'y avait que ça. Alors, ce livre, pour moi, il est vraiment très étonnant, parce qu'il est pétri de petits récits plus savoureux, évidemment, les uns que les autres. Il y a un passage que j'ai beaucoup aimé, c'est la générosité des fermiers qui invitent à déjeuner le critique qui ne parvient pas à trouver l'adresse où il doit aller, et là, finalement, il retrouve un paradis oublié, ou un paradis perdu. Comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre ? Et alors ça, c'est toujours le mystère. Ça, c'est la question à laquelle il est très difficile de répondre. Un jour, j'ai écrit, alors que je n'écrivais pas du tout de fiction, un jour, j'ai écrit une scène où un critique gastronomique, sur son lit de mort, retrouvait un goût oublié, que je ne dirai pas puisque c'est la fin du texte. J'ai commencé par écrire la dernière scène, avant même d'écrire quoi que ce soit d'autre. Je n'ai aucune idée des profondeurs desquelles cette scène a surgi, mais ensuite j'ai eu envie de remonter dans le temps et de donner une histoire à ce critique, et puis de continuer l'évocation des plaisirs culinaires, probablement parce que ça permet de déployer une langue française très riche, très généreuse. Et dans mes jeunes années, c'est ce que j'aimais, pouvoir jouer sur tous les registres les plus foisonnants, les plus riches de la langue française, qui par ailleurs aime la gastronomie passionnément. Oui, alors, bon, je ne vous parlerai pas des chouquettes, alors, mais je dois dire que j'étais depuis, les gens comprendront, et puis s'ils veulent savoir, ils achètent le livre dans les très bonnes librairies, Sorams de préférence, bien évidemment, mais pas seulement. Alors, vous occupez une place très particulière en littérature. Tout d'abord, vous écrivez peu, ou du moins, vos romans mettent un certain temps pour parvenir à maturité, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Est-ce que vous devez d'abord oublier le précédent pour que l'autre arrive ? Il n'y a pas de règle, parce qu'il y a eu 6 ans entre le premier et le deuxième, puis 9 ans, puis 4 ans, puis 1 an. Et donc je suis une auteure très chaotique, et pendant très longtemps j'ai pensé qu'il me fallait beaucoup de temps pour mûrir un texte. Et récemment, écrivant une Rose Sum 3 mois après l'apparition du précédent, Un étrange pays, je me suis rendu compte que j'avais envie d'écrire plus et que c'était possible. Donc pas de règle. Bon, ça ne peut que nous enchanter. Alors peut-être que je me trompe, mais votre deuxième roman, donc L'élégance du hérisson, qui a été un phénomène absolument aussi étonnant que détonnant, oui, incroyable, je dirais, se trouve un peu en filigrane quand même dans une gourmandise. La loge de la concierge, la présence des chats. Alors sur la présence des chats, on y reviendra, hein, ça nécessairement. La rue Grenelle, qui est déjà contenue, et puis peut-être aussi ce côté désabusé de certains personnages. Il y a un fil conducteur dans votre travail, dans votre œuvre, il y a vraiment comme ça des leitmotivs. C'est amusant parce que j'en suis au 5e roman, et maintenant je commence à comprendre quels sont les points de permanence et quels sont les points de changement.
En fait, je crois que j'écris presque toujours sur les mêmes thèmes, sur la quête du sens de la vie, sur l'amitié, l'amour, l'art, la nature. Et à chaque fois, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de faire varier le thème, c'est la forme. C'est de trouver une forme nouvelle qui permette d'explorer les mêmes thèmes différemment et de voir une nouvelle facette du même mystère se dévoiler. Donc oui, vous avez raison, on retrouve les mêmes thèmes en filigrane de tous mes romans. Et on retrouve souvent des personnages atypiques, bon, les elfes a fortiori, mais pas seulement, des personnages atypiques avec un regard assez lucide et désabusé, mais non pas sans espoir. Alors, L'élégance du hérisson, c'est un roman qui surprend, notamment par cet art du déguisement. Renée, elle est insupportable, et pour autant, elle reste très très attachante. Donc, je trouve que vous avez réalisé quelque chose de vraiment de très fin dans ce personnage. Donc, elle se cache derrière ce déguisement de concierge, acariâtre, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui vraiment ne rebute pas. En tout cas, ne rebute pas un autre personnage magnifique qui là aussi est presque un passage. C'est le personnage de Kakuro, et qui est central d'ailleurs dans cette et qui a sa propre élégance. C'est d'ailleurs cette élégance qui parcourt tout votre travail. Moi, je suis un groupie, sachez-le, bien évidemment. Donc le livre s'ouvre sur un préambule qui annonce clairement la couleur, le petit monde de cet immeuble de la rue de Grenelle, qui est un miroir comme ça que vous allez promener tout au long du chemin. Je dois dire que la référence à Marx qui ouvre, et alors non seulement la référence à Marx, mais l'idéologie allemande qui montre combien il s'est trompé. C'était une petite référence à votre passé, enfin pas votre passé marxiste, je ne sais pas, mais en tout cas d'étudiant ou d'enseignante de philosophie. Oui, parce que j'ai fait des études de philosophie et ça se voit, je crois, souvent dans mes textes. Mais indépendamment de tous les bienfaits que j'ai trouvés à l'exercice philosophique, j'ai compris tout de même assez vite, en fait, alors que j'étais censée faire ma thèse, que mon vrai amour, c'était la littérature, et que ma prise sur le monde, ma manière de comprendre le monde et de comprendre les hommes et moi-même, c'était vraiment la littérature, et que c'était un détour qui laisserait des traces, mais qui n'était qu'un détour. Alors, une question sur ce livre. Est-ce qu'il est vrai que le succès de ce livre a été l'occasion de réaliser un rêve, celui de partir au Japon? Plusieurs rêves, mais le principal a été celui-là. Puisque d'abord, grâce à la petite avance qui m'avait été consentie pour l'élégance du hérisson, j'ai pu aller passer les vacances de Pâques 2006, juste avant la sortie du livre, en septembre, à Kyoto. Et le choc et l'histoire d'amour le choc a été intense et l'histoire d'amour a été immédiate. Et je n'ai donc eu de cesse d'y retourner. Et le destin de l'élégance du hérisson m'a permis d'obtenir une résidence à la Villa Kujoyama à Kyoto, puis de rester plus longtemps que prévu, et donc de vivre ce rêve-là. Mais pas seulement, hein, celui-là, celui aussi de voyager. C'était incroyable le nombre de portes que le livre a ouvertes et de rencontres incroyables que ça a permis. D'accord. Pour les ouvrages qui ont suivi, je dis pour les ouvrages qui ont suivi parce qu'il y a deux livres qui sont l'un et la suite de l'autre, donc La vie des elfes et un étrange pays. Là, vous faites vraiment coup double, puisque vous nous faites pénétrer contre toute attente dans le monde de l'imaginaire. Alors là, quelque part, il existe aussi, il était là, mais ce sont des livres très étranges auxquels peut-être on s'attendait pas nécessairement. Donc, Oui, moi non plus d'ailleurs. Hein. Oui, je pense que j'ai été la première surprise. Encore une fois, la question de la jeunesse des textes est très très complexe et reste invisible. Mais j'ai aimé cette plongée dans l'imaginaire. Ce sont des textes que j'ai écrits dans une forme d'état de légère transe que l'imaginaire permet et qui
qui permet de repousser toutes les limites de la fiction et du territoire romanesque. Et cette liberté totale que j'avais, puisque c'était de l'imaginaire pur, a permis un style particulier qui était assez étonnant pour moi. Alors là aussi, votre humour est quand même très présent dans ce texte-là, parce que le rapport à l'imaginaire, vous venez d'en parler, mais c'est sûrement une anecdote, mais moi j'avoue que ça m'a fait beaucoup sourire, et c'est une anecdote qui parcourt les deux livres, c'est le rapport à l'ivresse. Alors, l'ivresse de la poésie, ça c'est clair, mais enfin le rapport au vin, avec quelque chose de très drôle. Alors, déjà le personnage qui s'appelle Pétrus, ça évidemment, ça ne s'invente pas, mais qui s'éprend du Moscato, qui parcourt les deux livres. Les deux livres. Le vin, il est très présent dans c'est le rapport aussi à la gourmandise, le vin, j'y suis venue. Et le thé peut-être aussi. Voilà. Alors, le vin et le thé, ce sont les deux versants de mon désir et de mes amours. C'est-à-dire, le thé, c'est l'Asie, en particulier le Japon, et le vin, il n'y a guère que la France pour l'avoir porté à un tel summum de plaisir. Mais le vin, j'y suis venue tard. Il n'y avait pas de culture du vin dans ma famille, et c'est une histoire d'amitié, le vin, parce que c'est mon éditeur, Jean-Marie Claftine, qui est un grand amateur de vin. Je crois qu'il est connu pour ça. Aussi, entre autres. Ah, oui. Et qui m'y a en grande partie initié. Et puis revenant vivre en France, j'en ai découvert toute la palette et tous les plaisirs, alors que j'étais très réticente plus jeune. Alors, c'est vrai que les écrivains qui s'aventurent un peu sur le terrain de la philosophie en restant quand même très ancrés dans la littérature, il y en a très peu. Vous en faites partie, moi je m'en réjouis, mais c'est vrai que de ce point de vue-là, évidemment, des gens comme Borges, évidemment, mais vous tenez à rester dans cet enracinement, j'ose pas dire vos premiers amours, mais votre formation initiale. Pas du tout, ça vient très naturellement. Ce qui m'intéresse, c'est la forme littéraire, mais bien sûr, tout ce qui a fait et qui fait mon expérience se retrouve en contrebande dans l'écriture des textes. Et puis, je pense que ça vient pas tant de ma formation philosophique que du fait que mes premiers éblouissements en littérature, les premiers grands textes que j'ai aimés sont les textes russes. Et vous savez que les grands romans russes sont aussi bien de grandes œuvres romanesques que presque des traités de philosophie. Guerre et paix, qui est la première grande fresque russe qui m'a profondément marquée, ou Anna Karénine, sont des romans mondes dans lesquels il y a une intelligence non pas seulement fictionnelle, mais aussi philosophique. Et probablement que ça m'a marqué. J'ai l'impression que maintenant, je suis en train d'écrire et je vais écrire des textes moins marqués par cette veine-là. Alors, c'est bien, vous faites transition un peu sur la question, parce que j'avais peur, là aussi, d'être peut-être très anecdotique, mais je dois vous dire que le texte qui est juste en face de nous, vraiment les chats de l'écrivaine, a dû surprendre un peu vos éditeurs, non? Est-ce qu'on s'attendait, et peut-être vous-même, parce que maintenant je vois bien que rien n'est prévu. Si non, jamais rien n'est prévu. Oui, c'est le charme de l'affaire. Mais alors, les chats de l'écrivaine, il faut absolument que vous nous parliez de ce texte qui est quand même surprenant. On y retrouve Pétrus d'ailleurs. Bien sûr, oui, bien sûr. Bah, oui. Donc, comment vous est venue l'idée? En fait, ça faisait très longtemps que j'avais envie d'écrire un petit texte léger sur l'écriture. Et puis, j'ai découvert que Maria, l'illustratrice, que je connaissais de longue date, qui est une éditrice qui travaille dans ma maison d'édition espagnole, que j'ai rencontrée à plusieurs reprises, j'ai découvert avec émerveillement, mais aussi beaucoup de surprise, que c'était une formidable illustratrice. Et en particulier, j'adorais ses dessins de chats. Et donc, je lui ai dit, si je t'écris un petit texte sur les chats de l'écrivaine, est-ce que tu peux l'illustrer? Elle a dit oui. Et ça, c'est vraiment une écriture merveilleuse, parce que là, il n'y a pas tous les tourments et toute la souffrance de l'écriture d'un roman, qui est quand même un travail compliqué et parfois décourageant. Et ça s'est fait très, très naturellement. Maria a illustré le texte, et puis on a régulé au fur et à mesure, et on s'est beaucoup amusé. Alors,
savez que vous êtes sûrement beaucoup amusé, mais en même temps, il y a une mine d'informations pour votre futur Ah biographe. oui, bien Parce sûr. que il nous faut un petit peu raconter quand même ce livre qui était étonnant, puisque les chats, finalement, qui reconnaissent tout l'amour que vous leur portez, sont quand même parfois un peu indignés par tout ce que vous leur faites subir, et se demandent s'il ne faudrait pas créer une sorte de syndicat. Oui, ils en ont vraiment ras-le-bol. Oui. Parce que chaque matin, ils m'assistent. Ce sont eux qui permettent au texte de voir le jour, parce qu'ils luttent contre mes découragements, mes énervements, mes renoncements. Et ils ne sont pas reconnus. Donc il était temps qu'un texte leur donne une voix. Alors, à travers un livre comme ça, vous n'avez pas envie d'écrire pour les enfants. C'est pas nécessairement un livre pour les enfants, ça c'est évident. Mais on sent qu'il y a quand même une veine là qui... Mais je serais ravie de réécrire un texte léger qui puisse s'illustrer. Je ne me pose pas la question du public, mais c'était vraiment très amusant à faire. Et puis, l'Observatoire a fait un travail très soigné. Le livre est un beau papier, très bien fait. C'est une grande satisfaction hein, de voir. C'était une grande satisfaction de le voir prendre forme. C'est très différent du... Alors, vous dites prendre forme, mais même le format, d'ailleurs, est très bien trouvé. Alors, ces chats, d'ailleurs, c'est chartreux, parce qu'il faut dire que ce sont des chartreux. Oui, ils existent, ce sont mes chartreux. Hein. Oui, c'est pour ça que je dis que le biographe trouvera matière là, à une bonne compréhension de vous. Et alors, c'est bien parce que ce sont les chartreux, finalement, qui me donnent aussi une transition vers votre dernier ouvrage, puisqu'ils disent combien vous aimez les fleurs. Et c'est vrai que le titre même du dernier ouvrage, Une rose seule, est là vraiment est en plein épanouissement, en pleine floraison, évidemment, de votre travail. Vous dites des choses magnifiques, vous dites, je vous cite, pardonnez-moi, la beauté et la poésie sont les seules résistances possibles. Donc je cite là un de vos chats d'ailleurs, mais on se doute bien que ce n'est pas tout à fait lui qui a trouvé ça. Ah si. Si. Bon. Je. Ces chats sont d'une intelligence tout à fait incroyable. Alors ce Japon, il nous faut bien parler du Japon, on l'a esquissé dans un premier temps, donc à travers le premier ouvrage, et encore qu'il est déjà en filigrane, je l'ai dit dans les autres, mais finalement c'est pas du tout le Japon tel qu'on s'y attend, tel qui nous a été décrit par un Pierre Loti, mais bon, Pierre Loti, je ne suis pas sûr encore qu'il s'est un peu rattrapé dans certaines œuvres après, mais peut-être dans des gens comme Lafcadio Hearn, qui eux, par contre, là, sont des amoureux véritables du Japon. Mais vous-même, cet amour du Japon, il vous vient d'où, avant de parler des fleurs? Il remonte à très longtemps. Il n'a cessé de s'accentuer au fil des années jusqu'à ce que je puisse y aller. Je le fréquentais au travers du cinéma japonais, comme d'ailleurs l'élégance du hérisson en témoigne, de la gastronomie japonaise. Quand les premiers restaurants japonais ont commencé à ouvrir en France, j'ai été bouleversée, éblouie par ce territoire inconnu de plaisir gustatif qui ouvrait aussi les portes d'un art de vivre inconnu et extrêmement séduisant. Et puis, quand j'ai pu y aller, ça a été un choc intense et un émerveillement profond qui ne s'évanouit jamais, qui ne faiblit jamais. Chaque fois que je retourne au Japon, j'ai le cœur qui bat de la même façon et le sentiment d'être au cœur d'une aventure esthétique et spirituelle inouïe et totale reste le même, reste intact. Alors le personnage principal s'appelle Rose, oui. Et elle va justement découvrir et elle va s'émerveiller de ce Japon, pourtant vis-à-vis duquel dans un premier temps elle a une forme d'hostilité, mais qui est liée à toute autre chose qu'au Japon proprement dit, évidemment. Ce qui est étonnant dans votre travail, c'est que ce travail-là, mais je me trompe sûrement, ne ressemble pas du tout aux autres livres. Non, mais il est déjà beaucoup plus ramassé sur lui-même. Oui. Il est probablement très difficile à écrire. Alors, aucun de mes livres ne ressemble au précédent. Vous l'avez peut-être noté. Et finalement, c'est la chose à laquelle je tiens le plus. Mais c'est vrai que là, il y a, je crois, un tournant assez radical dans la forme, qui commande bien sûr le fond. C'est que j'avais envie d'écrire un texte très resserré. Je n'ai plus l'appétit que j'avais plus jeune pour une langue très foisonnante. J'ai envie
justement de l'épurer, de faire en sorte qu'elle devienne plus radicale, plus ciselée, plus resserrée encore une fois. Et ça donne probablement un texte très différent. Oui. Alors c'est un roman d'amour? Ça ne devait pas du tout être ça au départ. Oui, parce que ça aurait pu être autre chose, on a le sentiment. Oui, au départ, je savais que Rose irait à Kyoto pour entendre la lecture du testament d'un père inconnu. Et je pensais que le roman serait juste un itinéraire dans la ville. Et qu'au cours de cet itinéraire, elle ferait quelques rencontres de hasard, mais anecdotiques, et que tout le roman serait assez méditatif, une sorte de longue promenade spirituelle et esthétique qui la transformerait. Et ça ne se passe jamais comme prévu. Donc c'est devenu non seulement une histoire de deuil, mais aussi une histoire d'amour. Parce que le livre est très sérieux, pardon. Là, je parlais d'humour tout à l'heure qui parcourt vraiment tout votre travail, sauf ce livre-là. Alors, il y a une ou deux scènes drôles quand même. Mais oui, non, c'est sûr. Mais c'est pas le même type d'humour. Non. On n'est pas du tout sur le même type d'humour. Oui. Non, c'est vraiment un texte initiatique. Et j'ai eu du mal à quitter les personnages et à quitter la ville. Alors, je ne veux pas vous prendre plus de temps, Muriel. Alors, il y a des questions qu'on ne pose jamais, par exemple, sur votre prochain livre, sur quoi écrivez-vous, quels sont... en même temps, vous allez bien continuer à écrire. Oui. Évidemment. J'ai, avec l'âge, un appétit de plus en plus grand. Autrefois, il pouvait y avoir des périodes de carence pendant lesquelles je sentais que les textes mûrissaient et que c'était bien, que ça ne se fasse pas tout de suite. Je n'ai plus du tout ce sentiment-là. J'ai au contraire le sentiment d'une urgence plus grande et un désir plus fort d'écrire en continu. Donc on vous retrouve l'année prochaine chez Sorens? Si vous m'invitez, avec plaisir. Évidemment. Merci beaucoup, Muriel Barbery. Mais un grand merci à vous. Merci.